Bonjour, nous allons maintenant parler de l'utilisation du volet fronto-orbitaire dans l'abord des régions sous-frontales et supracellaires pour explorer ces régions qui sont très bien décrites sur cette pièce anatomique du musée historique de la Spécola de Florence. Alors d'abord, l'intérêt du bandeau, il n'a pas été compris tout de suite par les auteurs classiques, notamment on voit ici sur ces diagrammes de d'Apuzzo et de Yazargil que la persistance du rebord orbitaire nécessite une rétraction importante des régions frontales et, et qu'il est préférable d'envisager un abord beaucoup plus basal pour éviter de créer des lésions dans ces régions sensibles et épileptogènes. Donc la base, c'est que pour aller plus haut, sans rétracter, il faut partir du bas. Alors, les bases anatomiques, on va tailler ce volet que je vais détailler un peu plus tard. Il faut connaître donc les repères anatomiques. On a le sinus frontal, qui est une taille variable qui apparaît à partir de l'adolescence en général, et que donc chez les petits-enfants, on n'a pas à craindre, mais qu'il faut cranialiser chez les enfants plus grands. On a également le canal suborbitaire qu'il faut connaître parce qu'il ne faut pas abîmer le nerf suborbitaire pour ne pas créer d'anesthésie douloureuse dans son territoire. Il y a le pilier orbitaire externe qui est une limite de cette région et dont la dépose va nous donner accès à la région sous-frontale. Et puis, il y a la fibrose frontomalaire qui est à peu près la limite de l'ostéotomie qu'on va réaliser, comme je vais vous l'expliquer. Et puis le clérion, qui est le keyhole de cet abord, qui nous permet d'être à la fois sous-frontal et d'aborder la vallée sylvienne, qui est importante pour pouvoir libérer le lobe frontal et le rétracter. Alors en pratique, on va pratiquer une incision bicoronale dont la dissection sera sous-galéale jusqu'à peu près vers le changement de courbure de la boîte crânienne pour limiter le saignement et pour éviter la dessiccation osseuse. On incise ce périoste et à peu près en regard du changement de courbure et on poursuit l'incision le long de l'insertion du muscle temporal jusque vers le keyhole. Là, on va désinsérer le muscle temporal pour exposer l'écaille temporale à ce niveau, pour faire notre premier trou de trépan. Et on poursuit la dissection en sous-périosté jusqu'au rebord orbitaire, où on va exposer donc le canal suborbitaire et libérer le nerf suborbitaire. On va tailler donc ce volet frontal paramédian qui va dépasser volontiers la ligne médiane pour pouvoir avoir un accès assez versatile latéralement et vers la ligne médiane. Et une fois qu'on a déposé notre rebord orbitaire, on voit ici les limites avec, on expose le contenu orbitaire, on essaie de ne pas ouvrir la périorbite. On a le toit d'orbite qui est parfois un peu gondolé par les empreintes des sillons frontaux, des gyrés frontaux, et donc qu'on peut aplanir pour accéder plus facilement à la région supracellaire. Et puis donc, on va avoir accès de cette façon à la région sous-frontale et supracellaire, mais également à la fissure sylvienne. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin? Alors, la tétire à pointe, c'est discutable. On a souvent une tête qui n'est pas aussi tournée que celle-là, mais elle est utile pour quand on utilise la neuronavigation. Maintenant, comme on va le voir, ce n'est pas forcément nécessaire dans cette région où on a beaucoup de repères anatomiques. On utilise un bistouri lame 23. Le scalp, on va le border avec des agrafes, avec des clips de Raney pour fixer des compresses bétadinées. On utilise l'érugine de Begezer, le trépan, le craniotome, la scie oscillante ou le piezo et le microscope, bien sûr. Donc l'abord, c'est un scalp de Katzenberger. Comme je l'ai dit, on le décolle en sous-galéal jusqu'au changement de courbe frontale, puis en sous-périosté. On va désincarcérer le nerf suborbitaire, on va décoller la périorbite et exposer le keyhole et le muscle temporal. On va pouvoir le rétracter sur lui-même avec une suture pour bien exposer le keyhole et la région du pterion. Donc la craniotomie, on va d'abord faire un volet fronto-basal qui dépasse la ligne médiane ou pas. Dans ce cas-là, c'était un enfant qui avait une suture métopique qui était perméable. Quand on décolle la durmère, il faut faire très attention au sinus sagittal. Ce volet va être étendu vers le pterion pour nous permettre un accès à la vallée sylvienne médiale.
Et puis, on va ensuite exposer le toit d'orbite et le pilier latéral, puis déposer notre bandeau orbitaire en utilisant le piezo ou la scie oscillante. Une fois qu'on a enlevé qu'on a fait le geste intracrânien, on va bien sûr fermer la dure mère. Le sinus frontal, il va nécessiter d'être crânialisé s'il a été ouvert. On repose le bandeau qu'on fixe avec des fils résorbables, avec une fixation en triangulation autant que possible. On va suspendre la dure mère, reposer le volet qui est également fixé par des fils résorbables, puis fermer le muscle pour recouvrir le ptérion et fermer la peau avec du fil à résorption rapide. Et vous voyez ce bébé qui avait été opéré à l'âge de 6 mois avec un résultat cosmétique tout à fait satisfaisant, avec en plus une enfant qui avait récupéré la vue et qui avait gardé une tige pituitaire fonctionnelle. Alors, ça c'est un exemple de crânio-pharyngiome opéré par cet abord. Donc, on a exposé ici le pôle frontal. Ici, on a ouvert la dure mère et on a accès à la région supracellulaire. On a un accès qui est bien dégagé grâce à la dépose du rebord orbitaire. On voit ici la carotide interne supraclinoïdienne, le nerf optique droit, la tumeur qui apparaît entre les deux nerfs optiques et puis en dessous du nerf olfactif. Donc ici, on voit le triangle interopto-olfactif et ici le triangle interolfactif. Ici, on a, en fin de résection, on a préservé une tige pituitaire qu'on aperçoit mal, mais on a nos repères anatomiques, le chiasma optique, la tige pituitaire, le nerf optique gauche, le nerf olfactif droit, le nerf oculomoteur gauche et la clinoïde postérieure. Et on retrouve nos abords classiques de triangle interoptocarotidien, le triangle interopto-olfactif et le triangle interolfactif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est un autre exemple. C'était un neuroblastome FOXR2 du côté gauche qui englobait la carotide avec l'abord que j'ai déjà décrit. Et on voit ici, en fin de résection, on a exposé le chiasma. On est situé largement en arrière du chiasma avec des nerfs optiques qui étaient courts. Le troisième ventricule qui est exposé et ouvert, la bandelette optique, l'artère cérébrale antérieure, la bifurcation carotidienne et la carotide qui est bien dégagée de cette tumeur. Ici, c'est un autre exemple, mais là, il s'agit d'un volet en bloc fronto-orbitaire pour un gliome du nerf optique qui avait une extension cisternale intracrânienne. Donc là, on a réalisé un volet monobloc frontotemporal qui emportait le toit d'orbite, qui donnait accès à la région frontotemporale et au contenu orbitaire, et avec ouverture durale permettant d'accéder à la partie intradurale de la tumeur, le moignon de nerf optique préservé, la carotide supraclinoïdienne et ici la pièce anatomique enlevée en bloc. Donc en conclusion, la dépose du rebord orbitaire est un geste simple qui étend l'accès, qui minimise la rétraction. Le principe, c'est donc bien de partir du bas pour voir vers le haut. On va réaliser sur le volet fronto-basal et cette dépose dans différentes lésions qui sont situées en région latérale, les tumeurs orbitaires avec extension crânienne, ou en région paramédiane, ce sont les tumeurs supracellulaires. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos en ligne sur YouTube et d'autres documents sur le site internet Arnerans.